La désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, cette éternelle question de nos éternels débats ici au pays. À chaque cycle électoral, on en parle et on en reparle. Les sujets divisent actuellement les confessions religieuses, mais également les politiques. Qui pour succéder à Corneille Nangaa? Difficile d'y répondre pour les moments, mais les violons n'y s'accordent toujours pas. On en parle ce soir dans Entretien, bien sûr, avec M. Ferdinand Kambere, qui est secrétaire permanent adjoint du PPRD. Bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre sur Digital Congo Télévision et FM. Monsieur Kambere, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi pour l'invitation. Voilà, c'est l'actualité du moment. Vous suivez de près ce qui se passe au niveau des confessions religieuses où les tractations se poursuivent pour désigner le président de la Commission électorale nationale indépendante. Quelle lecture vous en faites? Effectivement, madame, je crois que c'est tout le pays qui est accroché à ce qui est en train de se passer au niveau des confessions religieuses pour la mission de la désignation de celui qui va succéder à Nangaa. Tu vois, c'est une mission dans la loi actuelle où on a précisé que c'est vraiment le rôle des confessions religieuses, peut-être un rôle messianique qu'on a donné à ces confessions religieuses, et trouver celui-là qui devra être une personnalité suffisamment d'indépendance d'esprit et qui puisse être capable d'être à l'écart des tendances politiques et qui sera capable de proclamer les résultats pour les prochaines élections, les résultats pour celui qui sera le prochain président de la République. Vous savez que ce n'est pas une mission facile, parce qu'entouré de ceux-là qui ont des ambitions politiques, mais être capable de se mettre à côté et de dire voici la volonté de la population telle qu'elle est dessinée dans les urnes. Les suffrages, le peuple s'est exprimé à travers les suffrages et c'est elle, objectivement, de manière transparente, qui a gagné les élections. Il faut quand même être d'une certaine trempe d'honnêteté, d'intégrité et avoir l'indépendance d'esprit. C'est à cela que ce mot indépendance a été collé à la CENI, à la commission, en tant qu'une commission électorale nationale indépendante. Alors, il y a une année, on a assisté pratiquement au même scénario, même si actuellement, c'est les castings qui changent un peu. On a parlé de Malonda l'année passée, aujourd'hui on parle de Denis Kadima cette année. Il n'y a que les acteurs qui ont changé, mais les acteurs principaux restent quand même le même, les confessions religieuses. Bon, c'est à cela on a déjà vu. C'est du déjà vu. Et heureusement qu'on a vu ça, que c'est devenu donc une jurisprudence pour dire aux politiques de ne plus tomber dans ça. Parce que les confessions religieuses telles qu'organisées à l'interne, ils ont cette charge de désigner celui qui va être le président de la CENI. Et vous voyez un seul dans le bureau contre deux cas de politique, ça veut dire la majorité et l'opposition. Alors il doit être d'une certaine trempe, il doit être d'une certaine personnalité pour rassurer tout le monde. Rassurer tout le monde, ça veut dire ceux-là qui vont concourir à temps voulu, lorsque le calendrier sera là, qu'il peut lui proclamer ce qui sera la réelle volonté du peuple au moment voulu. Donc, on ne veut pas que les cas Malonda soient réédités, parce que le jour qu'on a entendu la fumée blanche, malheureusement, c'était une dissociation entre les confessions religieuses, qui avait un groupe qui considérait que nous sommes majoritaires 6 contre 2, qui eux, pourtant, sont ceux qui souvent modèrent, et que dans la transmission de ce procès verbal, on l'a appris par les cas Malonda, c'est eux qui transmettent
Donc ce n'est pas la victoire d'un cas contre un autre lorsqu'on désigne un président de la CENI. Ça doit être en réalité un consensus. Parce que même quand on va à l'étape suivante pour dire qu'on n'a pas trouvé de consensus et que donc il faut aller au vote, mais ce vote-là, celui qui doit les censurer, c'est encore l'Église catholique et l'Église protestante. Donc vous voyez bien que dans les textes internes des CIM, ils ont quand même mis une majorité de blocage au cas où on va au vote. Et que ceux-là qui se considèrent peut-être majoritaires, ils doivent plutôt avoir une certaine modestie pour composer ensemble et sortir un résultat qui assure tout le monde. Donc il y a quand même une certaine préséance du côté des catholiques et des protestants. Mais le président de l'Assemblée nationale avait accordé 48 heures aux confessions religieuses pour qu'ils puissent harmoniser les vues. Mais dans la foulée, on apprend que les 48 heures ne suffisent plus. Et donc, ils vont aller comme ça jusqu'à vendredi. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer si le blocage persistait? D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on va recourir à la jurisprudence Malonda? Justement, il faut que ce soit un cas qui rappelle chacun à la sagesse. Pour dire qu'ils sont là d'abord, on leur a fait confiance pour qu'en tant qu'homme de Dieu, ils puissent faire prévaloir non seulement l'inspiration divine, mais aussi la sagesse en tant qu'humain. Parce que c'est pourquoi tout le monde veut se battre, c'est que le processus électoral de demain, ou celui-ci, soit en tout cas apaisé, transparent, et celui qui assure tout le monde. De manière à ce que lorsque nous irons aux élections, au moins chacun saura que nous avons la même chance ou la chance égale pour participer à ces élections. On ne peut pas, comme ça, être ceux-là qui ont beaucoup critiqué les anciens processus électoraux, parce que ça sera quand même le 3e cycle électoral dans notre pays, depuis l'avènement de cette constitution qui a été promulguée par le Raïs Joseph Kabila Kabange. C'est une avancée depuis l'indépendance. Il n'y a jamais eu de constitution qui a produit autant de cycles électoraux dans notre pays. Mais le souci, c'est celui de dire que nous n'ayons pas que des élections sans qu'en même temps le processus démocratique évolue. Parce que vous savez que jusque-là, bien qu'on soit au niveau du 3e cycle électoral, mais malheureusement, les élections locales sont toujours oubliées. Et alors que nous ne saurons parachever le processus démocratique que lorsqu'on va penser aussi à l'organisation du pays dans la décentralisation, pour qu'il y ait plus de participation à la gestion de la chose publique par plus de Congolais que maintenant. Donc, c'est à cela que nous en appelons à la sagesse de ces hommes de Dieu pour qu'ils donnent la chance à ce processus qui sera expérimenté, mais au moins qu'il soit différent de tous les autres dans l'amélioration. Parce que ça peut être différent aussi dans la descente aux enfers pour que nous rentrions dans la dérive. Imaginez que, Rite, vous le savez, si nous arrivons là maintenant, à ce qui nous concerne, nous avions dénoncé de tous ces temps la dérive dictatoriale, en voir les comportements par lesquels on est passé pour arriver à cette majorité mécanique, sinon factice, de l'union sacrée, où on fait agir une coalition sans accord. Et cette coalition, on l'appelle vision du président de la République. Mais en réalité, tel qu'on est en train de fonctionner, c'est une sorte de déstructuration des structures. La mise à place de la Cour constitutionnelle a été déplorée. Maintenant, là, nous sommes à l'épreuve de la mise à place de la CENI. Alors, ils doivent montrer qu'ils peuvent être à la hauteur parce que nous sommes en train de voir où un parti politique adresse quand même des messages, des menaces. C'était d'ailleurs la dénonciation de ces mêmes pères d'église pour dire qu'il y a des menaces qui existent et qui viennent des camps du pouvoir pour vouloir obtenir un candidat qui est de telle obédience. Ça serait très très mauvais pour le début de ce processus électoral. Bon, ils ont même parlé d'un forcing politique. Mais il y a d'autres analystes politiques qui pensent que
si jamais Denis Kadima, parce que c'est de lui qu'on parle de plus en plus, arrivait à être désigné dans les conditions actuelles, sont la participation de l'Église catholique et Kimbangi et l'Église protestante. Tout se jouera au niveau des quartiers généraux des partis politiques, au niveau des militants, comme on l'a vu l'année passée, où les militants de l'IDP sont descendus dans la rue et ils ont mis une pression sur les députés nationaux. Est-ce qu'aujourd'hui, au FCC, on est prêt à mettre la pression sur les députés nationaux? Est-ce que vous êtes prêt à mobiliser la rue? Nous pensons que ceci ne va pas arriver. Nous pensons que ce sont des grandes personnalités quand même qui ne se laisseront pas faire pour que les choses aillent jusque-là. Voilà la réserve que nous avons. Voilà à se disant confiants, hein, à ceux-là qui désignent, pour que au moins chaque composante ait l'indépendance nécessaire pour la gestion de son quota. Pour dire la mobilisation, les gens sont en train de se tromper, croyant que la population, c'est seulement dans le parti politique. Si vous voyez comment les gens s'expriment à travers les rues, les marchés, les milieux de travail, les gens sont déjà fatigués avec les régimes. Parce que quand on demande déjà les élections à mi-mandat comme ça, et c'est pas seulement à Kinshasa, c'est presque à travers toute la République, c'est que quelque part, au moins, les Congolais ont intériorisé que le pouvoir est revenu au peuple, comme le voulait Mouzé, comme l'a matérialisé l'Héraï Joseph Kabila Kabange par la promulgation de cette constitution, et que donc on reçoit un mandat et on peut le renouveler une fois, mais si on n'a pas été à la hauteur pour donner satisfaction et donner le social et le bien-être à la population, la sécurité, tu vois par exemple comme à l'Est, tant que les sécurités continuent à perdurer, alors que hier on a mis tout ça sous la tête de l'ancien président de la République et l'ancien régime, mais qu'aujourd'hui on peine à trouver des solutions moindres. On a encore égorgé hier, on a encore brûlé les gens, Madame Rita, à Beni. Et tout ça, ça quand même ça décourage quand même, et ça nous appelle, nous, en tant que responsables politiques, d'interpeller ceux qui gouvernent, de les appeler à améliorer les approches qu'ils choisissent pour essayer de ramener la paix, la sécurité. Nous ne pouvons pas rester dans ces discussions à Kinshasa, politiques, alors qu'entre-temps sur le terrain, la population qui est là, c'est une population qui est en train d'errer, qui est en train de continuer à être victime de massacres et errer, mais en même moment, il y a quand même la présence massive d'autres populations dont nous ne connaissons pas l'origine, qui viennent probablement des pays voisins, et qu'on veut imposer dans les villages abandonnés par les populations. Et ça devient alors plus inquiétant pour ces populations-là, pour dire il faut que les choses changent. Et la voie par laquelle ils peuvent s'exprimer, c'est aussi la voie des urnes. Et donc, le FCC, on va quand même parler de vous, quand j'ai dit vous, votre plateforme, le FCC, qui, dans cette discussion, n'a pas voulu envoyer la liste de ses membres pour la composition de la CENI, telle que demandée par le président de l'Assemblée nationale. Et dans une correspondance, le FCC a dit clairement qu'il y a la nécessité de dégager quand même un large consensus autour des animateurs de la CENI. Mais est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir un large consensus? Oui, parce que les mêmes raisons pour lesquelles on a recalé la candidature de Rossa ou la désignation de Rossa, si ce sont les mêmes motifs, pourquoi on voudrait bien avancer? Et la lettre du FCC était claire. Pourquoi vouloir prendre des dates butoirs pour présenter des candidats et qu'il faut opposer aux composantes, alors que ces dates ne sont pas discutées au préalable avec les parties prenantes? C'était ça la lettre du FCC. Parce qu'il y a un processus qu'on voudrait bien apaiser, alors il ne faut pas se surprendre les uns contre les autres. Comme ce que j'attends 48 heures, il faut avoir la réponse comme si on était devant des élèves
qu'on enferme dans une salle pour dire désignez ou vous ne désignez pas, moi je vais désigner, parce que ça commence à sortir, ou alors que l'Assemblée nationale n'a que le pouvoir d'entériner. Mais il y en a déjà qui sont en train de croire que dépasser par exemple le délai de 48 heures, à ce moment-là, les mêmes 6 vont encore revenir devant le président de l'Assemblée pour lui demander d'entériner simplement leur décision. Ce n'est pas ce qui est dit, malheureusement. Ce n'est pas ce qui est dit. L'article 211 de notre Constitution est clair. La CENI est indépendante. La CENI n'est pas sous tutelle de l'Assemblée nationale. La CENI n'est pas sous tutelle du président de la République. La désignation, dès qu'elle est faite, l'Assemblée ne fait qu'entériner et le président ne fait que signer l'ordonnance. Mais il ne peut pas faire conditionner cet entérinement ou la signature de l'ordonnance dès lors qu'on a signé. Il y a même des langages que j'attends de beaucoup de gens de l'IDPS pour dire non, ils sont encore là, ils seront là pour vérifier si les conditions légales ont été respectées, sinon ils peuvent repousser la candidature. Mais si vraiment, si c'est dans ce terme que la loi a été votée, alors on est en train de vouloir assujettir encore une fois la commission électorale sous l'autorité de ceux-là qui seront des candidats demain, et donc il n'y aura pas d'indépendance. Et il faut que les gens commencent à savoir. On ne peut pas être les seuls à avoir la clé ou la baguette magique pour reconstruire seul. Non. Vous arrivez pour un mandat, vous faites ce que vous pouvez faire pour le pays, pour qu'il avance, pour la population, pour son bien-être. Dès que le mandat est terminé, si la population n'est pas satisfaite, vous acceptez, vous vous soumettez au pouvoir souverain de ceux-ci. Mais si la population croit qu'elle peut vous reconduire, alors ça doit être souverainement, ça doit être dans toute indépendance. Et donc je pense que on sera heureux de voir que cette CENI-là, les gens ne sont pas en train de faire des calculs pour dire que nécessairement avec eux, parce que souvent, ce qu'on attend comme discours de nos voisins, ça ne se cache pas. Lorsqu'on attend comme ça tout un secrétaire général de l'IDPS proférer des menaces contre le cardinal, c'est des stratégies tout simplement d'intimidation, sachant que les catholiques, c'est une grande église qui est en train de tenir, mais dont le point de vue doit compter dans le panier de désignation. Et quand on envoie des insultes, c'est une méthode, c'est une guerre, alors que vous appartenez à un parti politique. Mais laissez les confessions religieuses, conformément à leur règlement intérieur ou charte des cimes, s'organiser pour sortir un nom au moins qui va rassurer tout le monde. C'est ça, en réalité, qu'on a entendu. Parce que ce que les gens ne savent pas, les principes de l'indépendance ou de la neutralité qui est consacré dans notre loi, c'est le principe de ce qu'on appelle le principe de mixité tripartite. Donc on mixe les forces, la société civile, la majorité et l'opposition. Et l'avancée par rapport à cette loi, c'est qu'au moins l'espace présidentiel de la CENI, les trois forces sont là. La société civile prend la présidence, la majorité le premier vice et l'opposition le deuxième vice. Comme ça, dans cet espace-là, ils sont à 3 et il faut l'autocontrôle lorsqu'ils sont en train d'organiser les élections. C'est au moins ça qui peut rassurer tout le monde. Mais au moins pour celui qui vient de la société civile, qu'on laisse l'indépendance, le libre choix à ces confessions religieuses. Alors, en décidant de ne pas envoyer ses membres à la CENI, est-ce que le FCC ne joue-t-il pas là la politique de la chaise vide qui, on le sait, ne paye toujours pas? Non, je vous ai dit, Rita, que le FCC est d'abord victime de ces basculements de la majorité sans passer par les voies légales, sans passer par les élections. De l'installation de la Cour constitutionnelle en violation de la Constitution. Et que donc aujourd'hui, si le FCC l'a dit à travers cette lettre, ce n'est pas prêcher la politique de la chaise vide, mais c'est dire prudent, être prudent pour ce qui est en train de se passer. Parce que si on n'est pas prudent maintenant, et qu'il y a un camp politique, alors qu'il a son poste dans le bureau,
premier vice ou deuxième, mais qui est en train de vouloir faire des manigas pour avoir sa marionnette à la tête de la CENI, à ce moment-là, ça ne nous rassure pas. Et à ce moment-là, le FCC devra encore se prononcer au vu du processus de désignation de celui qui sera le président. Mais au moins l'esprit. L'esprit, c'est celui d'avoir quelqu'un qui vient totalement de la société civile et de la composante confession religieuse, qui pourra être d'une certaine indépendance d'esprit et rassurer tous les autres. Parce que la majorité à son poste et l'opposition à son poste, rien que dans l'espace de la présidence de la CENI. Pourquoi vouloir en même temps avoir un contrôle si c'est lui qui a la tête? Mais quand vous dites rassurer tout le monde, c'est peut-être une mission impossible. On l'a vu avec l'abbé Malou Malou de heureuse mémoire. Il n'a pas fait l'unanimité, toujours au sein de confessions religieuses. On l'a vu avec le pasteur Ngoï Mulunda. Ça a été la même chose. Corneille Nanga, pratiquement la même chose. Donc, ça, c'est une mission impossible. Et voilà qu'on regarde tout ça, pour éviter tout soupçon derrière. Cette fois-ci, on voudrait qu'il y ait une décision unanime. Unanime, parce que nous, on ne parle plus du cas de Malou Malou d'Erez Mémoire ou de Ngoï Mulunda qui ont été félicités par tout le monde, par la communauté internationale pour l'organisation de ces élections-là. Et c'est à cause d'eux que nous parlons aujourd'hui du troisième cycle électoral. Nous parlons plutôt du cas malheureux où Malonde a désigné, mais il n'a pas été entériné. C'est de ça que nous parlons. Et non des cas qui ont réussi. Pour dire, essayer de donner l'unanimité pour celui qui va diriger. Et vous avez vu que ce soit les élections organisées par M. l'abbé Malou Malou d'Erez Mémoire, la participation était de tout le monde. Personne n'avait boycotté ces élections-là, à 2011, à 2006, et que, bon, je crois à 2006, même l'IDPS a participé. Donc, c'était des élections acceptées, en réalité, dans l'organisation et dans la publication des résultats. Bon, aujourd'hui, nous attendons même maintenant, là, c'était Nanga, en fait. C'était le président Nanga aussi, dont les élections aussi ont été... tout le monde a participé et les résultats ont été acceptés. Mais ce que tout le monde réclame aujourd'hui, c'est qu'on doit se servir de quelques erreurs, inquiétudes dans le passé pour que ce processus qui vient soit quand même un processus qui sera le plus heureux, qui sera le plus transparent, qui va amener moins de revendications. Alors la prise de position du FCC rejoint celle de Lamouka qui lui avait déjà décidé de ne pas envoyer ses membres à la CENI. Alors est-ce que cette prise de position, on peut comprendre que ça s'inscrit dans une logique de rapprochement parce que ça se dit, ça se chuchote qu'il y aurait un rapprochement entre le FCC de Joseph Kabila et Lamouka de Martin Fayoulou? Bon, moi je ne sais pas s'il faut parler. Lamouka a ses revendications, nous avons les nôtres. Si dans les yeux de la population il y a rapprochement, c'est que quelque part nous rencontrons l'assentiment de la population qui veut que ces élections soient organisées et que ce soit par un processus crédible, un processus transparent. C'est la volonté. Parce que Lamouka qui revendiquait que les bureaux de la CENI soient totalement dépolitisés, ça veut dire que Lamouka voudrait la neutralité qui ne vienne pas du principe de mixité des forces en présence, ça veut dire les forces sociales et les forces politiques. Lamouka a voulu qu'on change ce principe de neutralité. Bon, mais ce n'est pas passé parce qu'il y a déjà une loi. Il y a une loi déjà votée. Mais c'est sur quoi on tient aujourd'hui, c'est simplement que dans la désignation, il n'y ait pas de trafic d'influence à ce qui concerne les quotas des composantes. C'est ce que tout simplement nous sommes en train de dire. Voilà, une question qui ne vous concerne peut-être pas, mais j'aimerais quand même avoir votre avis là-dessus. À votre avis, pourquoi Denis Kadima ne trouve pas le soutien des catholiques et des protestants? Quand on regarde son parcours, c'est plutôt un parcours, on va dire, élogieux. Il s'y connaît dans la matière, on va dire que c'est un rompu, mais pourquoi
il n'est pas accepté par les catholiques? Je ne connais pas les raisons. Je ne suis pas là non plus pour influencer les choix. Mais vous savez que à tant qu'humain, on est connu et suivi par notre entourage, par les amis, et que donc l'Église peut-être peut avoir une information ou une autre, et que sa position puisse être justifiée par ceci ou cela. Je crois que c'est légitime, il faut leur laisser ce choix. Nous, on n'est pas dedans, nous, on est concentrés par ce qui nous concerne. Mais au moins, je sais que un président de CENI en tant que juge qui va trancher à un moment donné, si il a opiné un jour à faveur d'un cas contre un autre, ça peut arriver avec la modernité où tout le monde tweet quand il veut, dans tel cas ou dans tel cas ou dans telle position, et que l'information tombe dans tel autre ou tel autre cas. Et ça peut être un élément d'inquiétude pour les uns s'il y a un rapprochement quelconque par rapport à une famille politique entre la majorité et l'opposition. Ça serait donc désigner un tel qui vient visiblement travailler pour un cas politique. À ce moment-là, le principe de mixité tripartite ne sera plus respecté. Il y aura eu tricherie où, au lieu de 3, un triangle qui fera fonctionner la CENI, il y aura plutôt 2 contre 1, et à ce moment-là, ça ne marchera pas. Et si c'est ça que l'Église catholique et l'Église protestante a vu, je dois dire qu'ils persévèrent pour qu'ils obtiennent réellement la personne qui va les rassurer tous. Ok. Alors, justement, ce sont ce genre de questions qui poussent certains analystes politiques à dire que la solution serait finalement de confier l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça a toujours été une bonne chose, mais les pays où c'est le ministère de l'Intérieur, il y a toujours aussi une commission qui travaille dans l'administration pour faire ce genre de travail. Parce qu'il y a toute une administration électorale qu'on doit pouvoir mettre en place. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que donner un tel travail que fait la CENI pour organiser les élections au ministère de l'Intérieur dans l'état actuel, c'est dire que c'est l'IDPS qui va organiser les élections. Et à ce moment-là, ça ne passe pas. Ça passe quand il y a une culture d'une certaine administration qui a l'indépendance vis-à-vis des politiques qui viennent diriger les ministères en tant que politique, mais tout en trouvant une administration déjà assise de l'organisation des élections et qui est totalement nette des acteurs politiques qui se succèdent au fauteuil ou dans les gouvernements. J'espère que nous arriverons là un jour, mais ce que nous disons, nous, je pense que c'est celui. Parce que finalement, avec les Kamalonda et celui-ci où on voit un petit groupe ou un grand groupe par rapport au nombre de membres de CIM qui se mettent ensemble pour dire nous sommes plus majoritaires que vous, vous n'êtes qu'en 2, mais les 2 là, si on prenait le nombre de chrétiens par confession religieuse, le nombre de services sociaux, église d'abord, paroisse locale, église locale, paroisse locale, on prend les services sociaux par église, hein, hôpital, école, les centres de formation et tout ça, dont ces églises sont chargées pour encadrer la population. Parfois, il y a des églises qui peuvent se taire. Il y a des églises qui peuvent se taire et que si c'est vraiment, on dit que c'est par un choix de vote majoritaire, l'église viendrait peut-être avec tous comment on les appelle, les archevêques par province, parce que rien que les régions ecclésiastiques de l'église catholique, ils représentent et ils pèsent plus que plusieurs églises peut-être qui sont membres de ces cimets-là. On n'a pas voulu aller là, certainement, parce que quelque part on a préféré, comme je vous ai dit, le mécanisme de blocage par ce droit de veto que nous sentons que lorsque vous passez au vote, oui, d'accord, passez au vote, mais il y a encore le droit de veto que les autres là, les 2 là, peuvent toujours vous opposer. Et ce n'était pas le cas
vous avez dit au cas de Nanga, c'était pas ça. Au cas de Malu Malu, c'était pas ça. Au cas de Ngoy Mulunda, c'était pas ça. Ça n'est arrivé que pour les cas de Rossa. De Rossa. Ok. Alors, on va prendre un autre dossier qui a tenu en haleine l'opinion nationale. C'est la loi Tchani. Cette proposition de loi qui verrouille l'accès à la présidence en acceptant que les Congolais naissent de père et de mère. Alors, vous-même, en tant qu'acteur politique, comment, que vous inspire cette proposition de loi? Bon, c'est pour moi une forfaiture qu'un acteur politique a voulu simplement endosser. En tout cas, ça doit avoir été imaginé dans des officines qui complotent contre la souveraineté de notre peuple. Parce que les discours dans le média qui étaient menés par Tchani avant qu'il ne trouve finalement une autre marionnette pour prendre cette loi-là, les députés Pouloulou, je crois, vous sentiez bien que si c'était l'œuvre des gens informés sous la légistique, comment on forme les lois, il ne pouvait pas présenter sa loi comme étant la loi, cette fois-ci, qui vient verrouiller les postes du président de la République ou la candidature, disons ça comme ça, du président de la République. Et donc, en les faisant de cette façon-là, il est en train de verrouiller des postes de souveraineté dans notre pays. Parce que une loi ne peut pas être votée, mais pour charcuter la Constitution, pour violer la Constitution. Quand vous lisez, elle énerve la Constitution? Eh oui, c'est une proposition qui énerve la Constitution. Lorsque vous lisez tous les articles sur le droit collectif dans la Constitution, ça veut dire l'article 50, 51, 51 suivant, vous allez voir que d'abord, le droit des Congolais doivent être protégés par l'État. Et ce droit, dans ce droit des Congolais, il y a les droits politiques. Quand vous allez à l'article 52, je pense, vous allez trouver que les droits politiques ne sont exemptés que par rapport aux étrangers qui sont dans notre pays. Et ici, lorsqu'on prend comme ça une catégorie des Congolais d'origine, je vais là, comme elles le disent, les Congolais d'origine de père et de mère, en excluant les Congolais d'origine d'un seul parent, alors que c'est consacré dans la Constitution, je crois que là, ils sont déjà en train de pécher par ces articles que je suis en train de donner là, mais aussi par l'article 72 de la Constitution. Un critère pour être candidat président de la République, notamment le premier, il faut être Congolais d'origine. Et un Congolais né de père d'un seul parent, Congolais, il est déjà Congolais d'origine. Donc, il a ses droits politiques à protéger que l'État a l'obligation de sauvegarder. Vouloir maintenant le mettre à l'écart, qui n'a plus le droit politique, lui, de postuler, c'est vraiment diviser la société. Donc, je donne raison à tous ceux-là qui ont demandé à ce que cette loi ne soit pas examinée, l'Église catholique et tous les autres, et même notre famille politique, parce que vous ne pouvez pas diviser les enfants d'un même pays. Vous pensez aussi que cette loi est taillée sur mesure, elle visait plus Moïse Katumbi? Non, moi mon problème c'est pas Moïse Katumbi, parce que en réalité, lorsqu'on parle de candidature, c'est dans la loi électorale, c'est pas dans la loi sur la nationalité. Mon problème c'est pas Katumbi ou qui d'autre, parce que même en parlant de métissage, finalement, les gens croient que le métissage n'est entre qu'un noir et un blanc, alors qu'il y a des métissages aussi entre les gens de la couleur de peau similaire. Alors, donc, moi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas un problème d'individu ici. Je parle en termes de principe. Lorsqu'on parle de conditions pour la candidature, et en droit électoral, on parle des restrictions légales pour la candidature pour être chef de l'État. Ces conditions-là, en plus de ceux qui sont dans la Constitution, comme je viens de le dire, il faut alors que ça soit dans la loi électorale, comme lorsque ce que vous lisez, la caution de 100 000.
Vous pouvez être Congolais d'origine, mais ne pas être capable d'avoir les 100 000, alors que peut-être que vous êtes populaire. Vous pouvez, parce que dans d'autres cieux, c'est parfois le parrainage des 100 000 signatures pour être candidat. C'est aussi une restriction légale pour diminuer le nombre de candidatures. Donc ça, c'est une matière de la loi électorale. J'ai appelé ça comme forfaiture. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il ne parle que de ça et il trompe les gens qu'il est en train de verrouiller un poste pour la souveraineté, alors qu'il divise déjà. Il viole sur plusieurs points la Constitution. Mais c'est en ce qui elle est réellement, cette proposition de loi. Cette proposition de loi est en train de nous ramener sous la discussion sur la nationalité, en réalité. Parce que quand vous lisez l'article 1er dans cette histoire de Tchani et l'article 4, vous allez voir qu'il nous ramène dans l'article 10. L'article 10 qui a résolu énormément de problèmes, notamment cette histoire de la perte de la nationalité d'origine par l'acquisition d'une nouvelle, oui. Qui était dans la loi de 81 et qui est repris dans les mesures d'application de cette loi et qui est appliquée dans nos ambassades jusqu'à aujourd'hui. Alors que la Constitution, l'article 10, quand vous lisez, vous allez voir que la nationalité congolaise est inexclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Elle ne peut être détenue concurremment à une autre. C'est une définition heureuse de cette nationalité exclusive, contrairement à l'article 81, à la loi de 81 et aux mesures d'application jusqu'à aujourd'hui dans les lois de nos ambassades, qui continuent à reprendre, comme dans la loi de 2004, que la nationalité congolaise se perd par l'acquisition d'une nouvelle. Alors que nous savions qu'à l'époque, lorsque cette loi a été publiée, c'était en même temps une sanction contre tous ces opposants au régime Mobutu qui étaient en exil. Mais maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on doit rester enfermé dans une vieille définition de ce que c'est que l'exclusivité par la perte, alors que nous avons déjà une constitution qui a défini correctement l'exclusivité par la non-concurrence de la nationalité d'origine par une autre nationalité. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait plusieurs dignitaires. Tout récemment, l'ancien Premier ministre Sami Badibanga, qui avait la nationalité belge et qui a renoncé à celle-là pour retrouver oui, parce que justement, on ne veut pas évoluer. Nous restons toujours dans ces carquois dans lesquels nous a enfermé le deuxième régime de Mobutu, où ils étaient considérés avoir perdu. Alors qu'on peut être à l'étranger pour plusieurs motifs, mais sans vouloir perdre sa propre nationalité. Donc la constitution actuelle a déjà résolu ça. Ça, c'est de un. De deux, par rapport à nous de l'Est, où il y a eu une question récurrente qui revenait par rapport aux populations rwandophones et qui considéraient toujours qu'ils sont au Congo depuis très longtemps, qu'il y en a même qui ont participé à la conférence, à la table ronde de Bruxelles, et qu'il était injuste de les considérer toujours comme des populations étrangères, alors qu'ils sont là depuis longtemps. Cette constitution aussi a répondu à ça en disant que Congolais d'origine, tous membres de groupes ethniques qui sont là depuis 1960, en corrigeant ce qui était dans la loi de 2004 sur la nationalité, qui disait que les Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalités. Parce qu'une nationalité là, Tchani revient avec dans sa proposition ici, alors que la constitution soumise au référendum, on avait déjà écarté, que ce soit les Hutus, que ce soit les Tutsis, ce sont des membres de groupes ethniques, et qui, s'ils étaient là avant 60, à qui on n'a plus contesté des nationalités en vertu de cette constitution. Donc c'est quand même une constitution qui a été aussi ces débats qui a fait longtemps, et sur base de quel débat on disait que l'AFDEL était venu. Et donc, je pense que Tchani voulant nous ramener dans une définition de ce qu'est un Congolais d'origine, dans son article 4, pour dire
que c'est celui qui appartient au groupe ethnique et nationalité, il est en train de nous ramener dans une confusion. Parce que ce que les gens parfois ne savent pas, c'est quoi? C'est la recherche par le Rwanda à ce que tous ces compatriotes rwandais qui sont réfugiés chez nous, depuis 2011, ils recherchent cela. La nationalité congolaise. Oui, parce qu'il oblige, lui, à demander, ça s'appelle la clause de cessation des statuts de réfugiés pour tout cela que lui considère qu'ils ne veulent plus rentrer au Rwanda parce que, selon lui, le Rwanda est maintenant développé, il y a maintenant la paix, et que donc ces Congolais qui ne veulent pas, c'est depuis 2012 qu'on est dans ce processus où on veut imposer ce peuple-là, et malheureusement, dans toutes les résolutions des tripartites, ça a toujours été le cas où le Rwanda doit pouvoir laisser le libre choix à ces gens-là. Et ne pas dire qu'il va leur priver de nationalité parce qu'ils ne veulent pas rentrer. Ils peuvent s'intégrer, mais à ce moment-là, ils vont obtenir notre nationalité individuellement. Personne n'a refusé. Ils peuvent s'intégrer localement, chercher la terre, chercher un champ. Nous sommes encore avec des Angolais qui ne sont jamais rentrés. Nous sommes encore peut-être avec d'autres, Mais ce que nous ne voulons pas, qu'on les amène en masse, qui se dissimulent derrière des ethnies qui sont ici, même s'ils parlent la même langue, mais qui viennent avec des armes. Et surtout investir ou squatter les terres de ces populations victimes de massacres à Beni, à Nitour et ainsi de suite. C'est un autre problème dans lequel cette proposition de Tchani, et c'est pourquoi moi je l'appelle une loi dangereuse. Nous avons déjà résolu, en tout cas avec cette constitution promulguée par les Raïs, la récurrente question qui y a beaucoup perduré, hein, parce qu'imaginez depuis 60 jusqu'à 2006, c'est à ce moment-là finalement qu'on a répondu qu'il faut abandonner l'histoire où il faut ramener les gens à des dates intermédiaires, 1885, 1908, 1953 ou 57, pour ceux-là qui étaient là avant 1960, que nous ayons une date unique. Bon, c'était au nom de la paix et nous sommes d'accord avec ça. Et je crois que chaque fois qu'on soit Munyamulenge, Muhutu, Mututsi ou qui, ou d'autres tribus, on a les mêmes droits, comme le dit la Constitution, pour surtout d'accès aux droits politiques. Et donc vous estimez aujourd'hui que Noël Tchani, en voulant régler un problème, en guillemets, il en crée beaucoup plus. Il va en créer vraiment beaucoup plus et il risque de nous ramener longtemps vraiment derrière dans la démarche de la pacification de l'Est. La loi a été endossée par les députés Pouloulou, on l'a dit, et dans la configuration actuelle où ils sont majoritaires au Parlement, on peut dire qu'elle va passer. En tout cas, avoir une certaine assurance qu'affichaient ces députés-là, il a dit qu'il est ingénieur. Hein. L'assurance qu'il affichait et tout ça, et après la promesse de distribution de Jeep, apparemment c'est une loi qu'on voulait forcer, mais une loi dangereuse qu'on veut imposer à la population, alors qu'on n'a pas touché à la Constitution, parce que je viens de vous parler de l'article 10 de la Constitution, je viens de vous parler de l'article 72, mais je viens de vous parler des droits collectifs qui sont reconnus à tous les citoyens, et que donc il est vain de vouloir imposer aux gens une loi qui est contraire à la Constitution. Mais la satisfaction qu'il y avait, non, il a le droit de réfléchir, laisser le Parlement examiner, comme s'il n'y avait pas eu d'autres cas de jurisprudence pour la loi Malonda, et ainsi de suite. La population attend des promesses de diminution des prix, mais si comme il talo yabasina, comme on est en train de le dire dans la rue, comme si, même si vous aviez une femme à $200, elle sera là sans manger. Je crois qu'il faut mettre les priorités aussi des Congolais. Vous voyez bien que même dans la Constitution ici, l'article 40 qui parle d'un mariage entre une personne et une autre de sexe opposé, où quelqu'un vient vous flanquer un truc dans la gestion d'une famille sociologiquement et juridiquement assise, des choses comme la polygamie, comme infraction, je me dis, mais ces gens ont quelle conception finalement de ce que doit être la société congolaise? Quand on conçoit les lois, il faut toujours associer
les gens d'autres disciplines, les sociologues, les philosophes, les historiens, pour bien ne jamais croire qu'il suffit de la seule main avec plume d'un juriste et que de votre tête, vous imaginez le fonctionnement d'une famille sociologique et croire que vous allez changer toute la constitution, tout le mode de vie d'une société par des simples écritures dans une loi. Monsieur Kambere, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau et on vous dit merci et à très bientôt. Je dis également merci à nos téléspectateurs et auditeurs de Digital Congo qui nous ont suivis. On vous retrouve très prochainement pour d'autres rendez-vous. Merci et très bonne suite des programmes.